Maxence Cordier, ingénieur dans le secteur de l'énergie, après avoir été adjoint au conseiller nucléaire de l'ambassade de France à Londres. Il y a des conseillers nucléaires dans toutes les ambassades de France? Pas dans toutes, dans certaines. Dans certaines? Dans les pays où on essaye de vendre des centrales nucléaires peut-être? Pas nécessairement, les pays aussi où on a avec lesquels on a des collaborations, avec lesquels on travaille, en recherche notamment, et les pays qui ont une activité nucléaire particulièrement développée, donc aussi les États-Unis, la Russie par exemple. Et c'était donc le cas en Angleterre. Vous travaillez aujourd'hui pour un organisme de recherche français spécialisé dans les énergies à bas carbone. Vous siégez vous aussi au conseil d'administration des voies du nucléaire. Vous avez récemment publié dans le Figaro Vox une tribune intitulée « Fermer les centrales nucléaires fera augmenter les émissions des énergies fossiles ». C'est quoi la bonne question à se poser pour vous? Justement, la bonne question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre le nucléaire, mais peut-être de se poser la question quels sont les objectifs de la transition énergétique. J'ai souvent l'impression qu'on tend à transitionner pour transitionner, sans vraiment savoir où on va, et finalement ça conduit à définir des objectifs à la fois sur ce qui doit être les objectifs, c'est-à-dire lutte contre le changement climatique et anticipation de l'épuisement des combustibles fossiles, pétrole en tête, il y a un gros sujet à ce niveau-là, et on fixe aussi des objectifs malheureusement sur les moyens. Or, si on verrouille tout le système, à la fin, on rate tous les objectifs. Donc, bien toujours se poser la question, quels sont les objectifs de la transition et pourquoi est-ce qu'on le fait? Maxence Cordiez, merci de nous rejoindre dans le studio aujourd'hui. Bonjour Nicolas, merci pour ton invitation. On a déjà pu échanger à différentes reprises sur des points de programme, sur des considérations en général sur l'énergie. Et l'invitation aujourd'hui, c'est un peu la suite de cette discussion finalement, pour, comme on le disait en introduction, pour que l'effort d'Equinox soit à la fois dans la diffusion d'idées, de constats, de prise de connaissances, et ensuite dans la suite des travaux d'Equinox, que ce soit d'autres vidéos, etc., de propositions plus en détail. Est-ce que tu peux te présenter du coup? Tout à fait. Je t'invite à parler un tout petit peu plus près du micro pour ceux qui nous suivent en direct. Je suis aussi ingénieur de formation, même si actuellement je me suis un peu éloigné de la technique vu que je m'occupe d'affaires internationales, et sur mon temps libre en fait, qui me prend de plus en plus de temps d'ailleurs, j'ai une activité personnelle et bénévole de vulgarisation sur les sujets énergétiques et climatiques que je fais depuis 2016, parce que je me suis rendu compte que ces sujets-là qui sont techniques, qui sont complexes, qui engagent fortement la société, qui ont des conséquences à la fois environnementales et sociales pour la société, sont relativement mal comprises à la fois des populations et des gouvernants. Et donc j'essaie de faire de ton mieux et pour diffuser ces infos. D'expliquer ces paramètres-là, à la fois sur les réseaux sociaux, dans les médias, et puis par des conférences, des cours, des choses comme ça. Et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je pense que la première question, et du coup chacun pourra réagir aussi pendant le fil de la discussion, hein, c'est l'objectif d'avoir fait une discussion comme ça tous ensemble. Je pense que le premier point, c'est effectivement de se concentrer sur ne pas confondre la fin et les moyens. C'est un point qui semble important quand on essaie de faire des programmes de transition. Comme tu le disais dans l'extrait qu'on a regardé, c'est de ne pas verrouiller finalement toutes les possibilités de changer. Et donc à ce moment-là, ce qui est important, c'est pas forcément l'efficacité énergétique. Ça devient un moyen pour atteindre une société et un projet de décarbonation finalement. Tout à fait. J'écoutais ce que vous disiez en régie avant, et il y a quelque chose que Lise a dit que j'ai trouvé très bien. C'est que d'abord, il faut savoir d'où on vient, ensuite où on veut aller, et seulement ensuite on peut parler des mesures. Si vous voulez fabriquer une chaise, par exemple, ou une table que vous bricolez, vous n'allez pas commencer à vous dire j'ai envie d'utiliser un marteau, j'ai envie d'utiliser des pointes. Vous allez les utiliser si vous en avez besoin à certains moments. Mais c'est parce que vous avez un objectif que vous saurez à quel moment vous allez devoir utiliser les différents outils. Et le problème de la transition énergétique, c'est que dans le débat public, souvent on l'aborde par la question des moyens. Chacun a ses moyens favoris, défend ces moyens-là, mais sans savoir où on veut aller, à quelles problématiques on veut répondre et quels sont les enjeux qui vont derrière. Et donc on ne peut pas parler de transition énergétique sans parler d'abord d'énergie, sans comprendre ce qu'est physiquement l'énergie. En physique, l'énergie c'est quelque chose à la fois de concret et d'abstrait, c'est ce qui quantifie le potentiel de changement. Dès que tout est parfaitement froid et immobile dans l'univers, il n'y a pas d'énergie. Dès que vous avez de l'énergie, vous avez de la chaleur, vous avez du mouvement. Et dès qu'une transformation s'opère, vous avez un transfert d'énergie. Plus le transfert d'énergie est important, plus la transformation est importante. C'est pour ça que l'être humain a toujours cherché à maîtriser des sources d'énergie les plus concentrées et abondantes possibles
pour pouvoir modeler son environnement, pour pouvoir le rendre plus sûr, plus confortable, pour pouvoir assurer sa sécurité alimentaire, améliorer les conditions d'hygiène, pour pouvoir se protéger de l'extérieur, améliorer son confort. Pendant longtemps, on a eu accès uniquement à l'énergie humaine et animale, parce que ce qui nous a toujours limité, c'est l'énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement. On avait accès qu'à l'énergie humaine et animale, donc on était limité par le nombre d'heures dans une journée. À partir des années 1000, on a commencé à mettre des moulins à vent et à eau un peu partout en Europe, ce qui a permis de libérer des bras, d'avoir un premier exode rural, d'avoir un développement de l'artisanat, un développement des villes, une amélioration du niveau de vie, mais ça restait quand même très limité. Et ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est pas qu'on a découvert les combustibles fossiles, que finalement on connaissait depuis l'Antiquité. Les feux grégeois, par exemple, c'est des bombes incendiaires au naphte, c'est-à-dire au pétrole. Ce qu'on a découvert au 19e siècle, c'est le moyen de convertir de l'énergie thermique, de la chaleur abondante, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, en énergie mécanique via la machine à vapeur. Et là, il y a quelque chose qui s'est débloqué. On a pu avoir accès à des quantités d'énergie complètement inédites dans l'histoire de l'humanité, et on a pu commencer un enrichissement complètement inédit aussi dans l'histoire de l'humanité. Nos conditions de vie se sont améliorées, notre espérance de vie, notre niveau d'hygiène, notre richesse aussi, tout ce qui nous entoure aujourd'hui n'existait pas il y a 2 siècles, et tout ce qui existait était très cher. Une chemise il y a 2 siècles, déjà vous la laviez extrêmement rarement, vous changiez juste les cols et le bout des manches, ce qui se voyait. Quand il y avait un trou, vous la rapetaissiez. Aujourd'hui, quand un vêtement a un trou, généralement on le change. Et donc tout ça, ça a été permis par l'énergie fossile abondante qui, comme tu l'as expliqué Nicolas, est limitée. Et aujourd'hui, ce système-là doit changer pour 2 raisons. Un, le changement climatique, parce que les énergies fossiles émettent des gaz à effet de serre qui menacent notre survie. Et 2, c'est l'épuisement des combustibles fossiles sur lesquels repose notre niveau de vie actuellement. Donc, cette présentation était peut-être un peu longue, mais c'était pour expliquer vraiment les enjeux qu'il y a derrière. Quand on parle de transition énergétique, c'est pas pour transitionner, pour changer, parce que c'est marrant de changer. On veut changer le système parce qu'on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, déjà, on va détériorer fortement notre milieu de vie, ce qui va rendre la survie d'un certain nombre de personnes assez difficile au niveau mondial. Et le deuxième, c'est que notre niveau de vie, lui-même qui dépend des combustibles fossiles, va se retrouver affecté. Et donc, dès lors, tous les moyens auxquels on va pouvoir penser, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, la sobriété énergétique, tout un tas de changements d'usage doivent s'inscrire dans cette réponse-là. Et pour répondre à ce que tu disais, l'efficacité énergétique, par exemple, c'est un moyen qui est très utile dans certains domaines, mais ce n'est pas une fin en soi. Si par exemple on voit l'efficacité énergétique, donc il y a 3 moyens en fait d'économiser de l'énergie. L'efficacité, c'est quand l'ingénieur a bien fait son travail, donc le consommateur n'a aucun effort à faire, il garde le même niveau de service, consomme moins d'énergie. La sobriété, il fait un effort volontaire pour économiser, et la pauvreté, c'est un effort subi. L'efficacité est parfois bonne et parfois ne l'est pas. Si vous remplacez du chauffage électrique par du chauffage au gaz en France par exemple, vous améliorerez l'efficacité énergétique, vous perdrez moins d'énergie, par contre vous augmenterez les émissions de gaz à effet de serre et vous serez plus davantage dépendant des combustibles fossiles. Donc il faut toujours voir si ce que vous faites permet d'économiser des combustibles fossiles et des émissions de gaz à effet de serre, et si les contreparties sont acceptables. Par exemple, l'efficacité énergétique, vous avez souvent des contreparties en termes d'économie circulaire. Plus on optimise quelque chose, plus c'est difficile à recycler. Donc il y a tous ces paramètres à... Oui, mais merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'était important en si peu de temps d'avoir un discours aussi concentré. Franchement, chapeau, parce que c'était vraiment très très clair. Il y a eu énormément d'informations du coup qui sont passées là pendant les quelques minutes. Ce qu'on appelle la double contrainte carbone, qui est quand même une notion importante à retenir, celle que tu as présentée, c'est qu'à la fois il est nécessaire de se sevrer de notre consommation qui augmente des énergies fossiles, pour 2 raisons. Donc à la fois parce qu'elles vont se tarir, et à la fois parce que pour respecter nos engagements de préserver le climat, il faut s'en défaire. Et c'est vrai que finalement dans cette définition des objectifs, là c'est vrai où là on se heurte à quelque chose qui est presque d'ordre philosophique. Finalement, on a l'impression d'être arrivé dans un état de société où on peut tout avoir. On peut voyager à l'autre bout du monde pour pas cher, on peut se nourrir pour relativement pas cher, se vêtir pour pas cher, et on a l'impression que il faut inventer c'est quoi le prochain horizon de société en fait. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu le challenge de tout parti politique finalement, parce qu'on essaye de proposer une vision à long terme de la société, et ça qui est important.
Je pense que dans nos constats, on avait dit justement que, en plus, maintenir nos modes de vie en l'état actuel était de toute façon insoutenable. Pas que pour des raisons énergétiques, mais aussi pour d'autres raisons, atteinte à la biodiversité, effondrement des espèces, etc. Donc ça, c'est important d'en parler. Pour essayer d'adoucir quand même le plus possible cette transition cette transition énergétique et puis de mode de vie aussi, je pense qu'un premier point qui est important dans cette partie, c'est de discuter des capacités pilotables. Tu connais relativement bien le sujet voire même très bien des sujets des capacités pilotables et des différentes transitions énergétiques déjà démarrées par certains pays, notamment la France, notamment l'Allemagne, notamment la Belgique. Il s'est passé des choses cette semaine sur certaines décisions politiques et on peut peut-être en parler un peu sur le fait de choisir de vouloir abandonner certaines capacités pilotables. Alors, peut-être pour préciser la question d'abord, là tu parles d'électricité. D'électricité, C'est-à-dire tout à fait. qu'on consomme beaucoup d'énergie en France, en Europe et dans le monde. Une partie de cette énergie est de l'électricité. En France, c'est à peu près 25% de l'énergie finale qu'on consomme. L'énergie finale, c'est celle qui passe par un compteur. Donc le carburant que vous allez mettre dans votre voiture, le gaz qui va passer dans votre chaudière. Et donc, toute cette énergie, 25%, c'est de l'électricité. Et là, ce dont tu parlais, c'était les capacités pilotables d'électricité, celles qui sont disponibles à la demande. Donc les centrales fossiles, charbon, gaz, fuel, les centrales nucléaires, les barrages hydrauliques et les centrales à biomasse, même si c'est plus marginal. Et donc la priorité, c'est pas forcément de se couper de ces capacités-là. Alors, en fait, il y a des gros enjeux. Quand on parle d'électricité, il faut bien comprendre qu'un système électrique doit être équilibré en temps réel. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'offre doit être égale à la demande, sinon votre système s'effondre. Historiquement, on avait des systèmes qui étaient essentiellement pilotables. Donc, si vous remontez 30 ans en arrière, il y avait essentiellement des centrales fossiles, là je parle au niveau mondial, des centrales fossiles, des barrages hydroélectriques et des centrales nucléaires, plus ou moins de chaque selon le pays qu'on regarde. Et donc cette production s'adaptait à la demande de la population. Aujourd'hui, on a un système qui va devenir côté offre moins pilotable parce qu'il y a un développement d'énergie renouvelables, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, qui ont un rôle à jouer dans la transition parce qu'elles sont bas carbone et donc elles permettent de réduire le recours aux combustibles fossiles, mais qui par contre ont d'autres inconvénients, notamment le fait qu'elles dépendent de l'heure de la journée, de la saison et de la météo. Et donc, il faut quand même garder des capacités pilotables pour pouvoir avoir toujours une adéquation offre-demande. L'une des difficultés qu'il y a actuellement en Europe, c'est que la plupart, pour ne pas dire tous les pays d'Europe de l'Ouest, Royaume-Uni, France, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, prévoient de réduire leur capacité pilotable pour des raisons différentes. Par exemple, au Royaume-Uni, ils ont un certain nombre de réacteurs d'une technologie un peu particulière qui vieillit assez mal. Et donc, pour des raisons de sûreté, ils vont devoir les arrêter. Ce n'est pas une décision politique. Ils vont aussi sortir du charbon pour des raisons climatiques. Donc, ça, ce sont des capacités pilotables en moins. L'Allemagne va sortir du nucléaire à la fin de l'année prochaine. Le nucléaire qui représente encore de mémoire une bonne dizaine de pourcents dans leur bouquet. L'Allemagne veut aussi fermer une quinzaine de gigawatts de charbon d'ici 2023, ce qui veut dire qu'elle va fermer 20% de ses capacités, plus de 20% de ses capacités pilotables, celles disponibles à la demande, d'ici 2023. L'Italie et l'Espagne vont aussi fermer des capacités à charbon et à fuel dans les prochaines années. Et tous ces pays-là comptent sur leurs voisins, sauf que c'est un peu comme quand vous allez au restaurant à plusieurs. Si tout le monde compte sur les autres pour qu'il y en ait un qui ait sa carte en fin de soirée, il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui ait sa carte, sinon ça passe pas. Et là, j'aime beaucoup l'image. C'est pas mal. La difficulté qui va y avoir en Europe, c'est que tout le monde compte sur les autres et ça risque de ne pas passer. Tout à fait. Dans ce sujet de garder des capacités pilotables, le débat sur le nucléaire versus énergie renouvelable a clairement pris une importance considérable avec la présidentielle qui arrive. Et finalement, peut-être que ce débat-là, peut-être une question rhétorique, peut-être que ce débat-là empêche de se poser les bonnes questions finalement sur les usages, de ce qu'on peut garder, de ce qu'on peut électrifier, de ce qu'il va falloir nécessairement réduire comme usage aussi. Tout à fait. En fait, le système électrique va devoir évoluer de façon assez fondamentale en Europe. On va devoir fermer des centrales fossiles pour des raisons climatiques. Or, ces centrales fossiles apportent une bonne part de la flexibilité en Europe. Donc, il va falloir trouver d'autres gisements de flexibilité.
Tout d'abord, ça veut dire qu'il ne faut pas réduire les gisements de flexibilité qu'on peut garder. Donc il n'y a aucune raison d'arrêter les centrales nucléaires qu'on peut garder, et celles qu'il faut arrêter, il faut les remplacer. Et idéalement, il faudrait faire croître le parc nucléaire en Europe. Au-delà de ça, il va falloir trouver des flexibilités du côté de la demande aussi. Ouais. C'est-à-dire développer les effacements industriels. RTE qui paye, RTE c'est le gestionnaire du réseau électrique, qui paye des industriels pour pouvoir couper l'électricité avec plus ou moins de préavis en fonction des besoins. Pour certains industriels, ça peut être intéressant parce que ça leur permet de bénéficier d'une électricité moins chère contre des services réseau. Et du côté des particuliers, on peut aussi faire des progrès. Par exemple, jouer de façon marginale sur la consigne de chauffage électrique en fonction de l'heure. Vous avez une pointe, un pic de demande d'électricité à 19h en hiver. Et bah, si on réduit la consigne de chauffage de 2 degrés, admettons, pendant 2 heures, avec l'inertie des bâtiments, du point de vue du confort des utilisateurs, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça peut significativement soulager le réseau. Et donc, il va falloir jouer sur tous ces leviers-là. Et du coup, par rapport à ça, moi, je voulais aussi réagir. Donc là, on parle un peu de la flexibilité du réseau électrique. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que on va avoir une électrification des usages. Le RTE qui a sorti son rapport qui prévoit une certaine augmentation du niveau d'électrification dans le pays. Et donc, du coup, nos capacités de flexibilité au niveau du réseau électrique vont devenir de plus en plus importantes du fait qu'on va être de plus en plus dépendant, même si aujourd'hui on est déjà très dépendant, on va être de plus en plus dépendant du réseau électrique et notamment des éventuels. On ne pourra plus du tout se permettre d'avoir des coupures si demain on ne peut plus recharger notre voiture électrique, si je prends cet exemple-là. Ça va devenir quelque chose de très important. Et notamment au niveau de l'électrification des usages, donc RTE prévoit en ordre de grandeur, j'ai une augmentation entre 20 et 50% de notre consommation électrique au niveau français à l'horizon 2050. Ce qui nous amène à une augmentation, donc aujourd'hui on est à 25% comme tu l'as dit Maxence en France. Et ce qu'il faut aussi voir, et que j'ai l'impression que du coup le débat nucléaire contre énergie renouvelable, du coup il se heurte à cette réalité-là, c'est que même si on augmente de 50% notre production électrique, on reste très très loin d'atteindre 100% d'énergie électrique dans le pays, et il restera encore beaucoup d'énergie fossile si on les garde telles quelles dans le pays. Et donc du coup, j'ai l'impression que du coup on évite cette problématique-là à travers ce débat qui peut en être un, mais qui n'est pas central sur la question énergétique. Et donc voilà, je voulais rajouter. Oui, donc cet élément-là. C'est clair que c'est important, et c'est important aussi de prévoir une structure, ou en tout cas potentiellement de nouvelles institutions à l'échelle européenne pour organiser, pour caler cette transition. Est-ce que tu penses que justement pour maintenir l'équilibre du réseau dont on parlait juste avant, il y aurait besoin de nouvelles institutions, ou en tout cas de nouvelles façons de gérer les efforts en fonction des différents pays, pour que tout le monde ne devienne pas soit importateur net, soit exportateur net à peu près dans les mêmes années, pour essayer de planifier vraiment cette transition? De nouvelles institutions, je ne sais pas, mais en tout cas, il est évident qu'il faut améliorer la coordination entre les pays européens, parce qu'actuellement, on a un réseau électrique qui est de plus en plus européen, il y a de plus en plus d'interconnexions entre les pays, ce qui rend tout un tas de services, parce que ça permet d'augmenter la sécurité d'approvisionnement et de baisser les coûts, parce qu'on peut aller chercher la capacité marginale, c'est-à-dire la dernière centrale appelée qui coûte la moins chère en Europe quand on a un besoin. Chaque pays n'est pas obligé d'être capable de répondre à la totalité de sa demande à un instant donné avec des capacités qui coûtent potentiellement très cher. Par contre, ces interconnexions ont aussi des limites, c'est-à-dire qu'il faut bien gérer le réseau et les capacités de production à l'échelle européenne. Donc les États ne peuvent plus continuer à regarder leur bouquet sans s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Une autre question pour élargir peut-être un petit peu le débat, c'est la question de l'autonomie énergétique et de ses échelles. Parce que quelque chose qui est assez marquant, je trouve, dans le débat nucléaire contre énergie renouvelable, c'est que les défenseurs de l'un comme de l'autre mettent en avant que ça permet d'atteindre l'autonomie énergétique. Les défenseurs du nucléaire vont dire oui, bah, regardez, on a nos centrales, on produit nous-mêmes notre électricité, alors que dans les faits, l'uranium,
aujourd'hui, on le puise pas chez nous, on le puise principalement au Niger et au Kazakhstan, si je dis pas de bêtises. Parallèlement, pour l'énergie renouvelable, c'est pareil, parce que ça nécessite d'extraire des ressources qui sont pas présentes sur notre territoire, notamment des terres rares, notamment si on veut des batteries pour stocker cette énergie électrique, du lithium, du cobalt, qui se trouve en Amérique du Sud, en République démocratique du Congo, qui est extrait souvent dans des conditions néfastes d'un point de vue environnemental et social. Est-ce que cette question d'autonomie énergétique, elle doit se penser à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, dans quelle mesure la sobriété est une nécessité pour atteindre cette autonomie? Alors déjà, elle doit se penser évidemment aux deux échelles. Il y a des éléments qu'on peut gérer au niveau français, au niveau européen. Mais il ne faut pas passer à côté du problème. En fait, la dépendance énergétique principale qu'on a, c'est aux combustibles fossiles. Les combustibles fossiles nous coûtent plusieurs dizaines de milliards, environ 50 milliards d'euros par an en importation. Et ça n'a... certes, les centrales nucléaires consomment de l'uranium, mais l'uranium, en fait, c'est une source d'énergie extrêmement concentrée. C'est un métal, d'ailleurs, c'est pas un combustible fossile. Et ça coûte environ 500 millions d'euros par an à la France les importations d'uranium coûtent environ 500 millions d'euros par an à la France. Donc 500 millions d'euros par an en uranium et 50 milliards, tu dis, en énergie fossile. Voilà. Pour donner donc les déjà, il faut mettre ça en perspective. Ensuite, les 3 premiers pays producteurs d'uranium au niveau mondial, c'est le Kazakhstan, l'Australie et le Canada. Et après, si on commence à s'intéresser aux dépendances, aux impacts environnementaux aussi de l'extraction des minerais, il faut le faire pour tous les minerais. Les mines ont des impacts environnementaux certains, mais les mines d'uranium, pas plus que les mines de cuivre, de cobalt, de terres rares, etc. Et donc, quand vous voulez regarder les impacts environnementaux et la consommation de matière, il faut regarder la consommation de matière de toutes les énergies. Et là, typiquement, les énergies renouvelables consomment plus de métaux que l'énergie nucléaire, même en tenant compte de l'uranium, parce que l'énergie nucléaire consomme très peu d'uranium si on rapporte ça au kilowattheure. Mais l'enjeu n'est pas là, en fait. Il va falloir réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Et par contre, là où il y a un enjeu, c'est qu'on n'extrait plus rien en Europe, quasiment. Enfin, il y a très peu d'extraction en Europe. Donc, l'essentiel des matières viennent d'ailleurs qu'en Europe. Donc, on risque de développer de nouvelles dépendances à des métaux au travers de la transition. Et là, je ne pense pas qu'aux éoliennes et aux panneaux solaires, mais même la mobilité électrique, par exemple, consomme beaucoup de cuivre, consomme beaucoup de cobalt, de lithium, de nickel. Ces 4 métaux présentent des différentes criticités, mais chacun a une criticité. Donc, criticité ? C'est-à-dire que, par exemple, le lithium, au niveau des réserves, il y en a pas mal, ça c'est pas un problème. Par contre, il y a des sous-investissements chroniques depuis plusieurs années qui font que face à une explosion de la demande, on risque de voir une pénurie à la fin de la décennie. Et l'industrie minière ayant une grande inertie, c'est pas quand le prix du lithium va augmenter que les investissements qui seront consentis à ce moment-là apporteront du nouveau lithium sur le marché immédiatement. Donc c'est le risque de décalage entre l'offre et la demande à moyen terme, quoi. Sur le nickel, sur le cobalt, il y a d'autres risques de pénurie. Et donc, ce qu'il faut, c'est à la fois développer un marché des matières premières secondaires en Europe, donc recycler les matières. Idéalement, il faudrait aussi rouvrir des mines en Europe. À partir du moment où on consomme des métaux, il n'y a aucune raison d'exporter les pollutions et de faire extraire ces métaux par d'autres pays avec des contraintes environnementales, un droit environnemental moindre. À l'étranger, 1, on se rend dépendant, donc ça fragilise l'Europe. 2, ça a des impacts environnementaux supérieurs. Donc il n'y a aucune raison. Il faut redévelopper une industrie des matières premières en Europe. Et faire attention aussi à nos dépendances vis-à-vis des technologies. Sur toutes les technologies de la transition, je pense à la fois aux énergies renouvelables, à l'énergie nucléaire, soit la génération actuelle ou la 4e génération, les batteries, l'hydrogène, les véhicules électriques, etc. Il faut qu'on ait des brevets en France, en France et en Europe, des industries, et pas laisser des pans entiers de cette économie partir à l'étranger. Ne pas faire la même erreur qu'on a faite avec le photovoltaïque, où on a laissé la Chine se saisir de la totalité du marché, alors que nous sommes des gros consommateurs de panneaux photovoltaïques. Tout à fait.
Je voudrais revenir sur ce qu'on avait évoqué au tout début autour de la double contrainte, double contrainte du fait de l'épuisement de certaines ressources fossiles et puis du fait qu'on a des engagements climatiques à tenir. Du coup, on a un peu parlé flexibilité des usages des particuliers et des industries. On a encore peu parlé sobriété, ou en tout cas comment on fait pour se mettre sur une trajectoire de sobriété. Et du coup, pour toi, c'est quoi les étapes clés pour arriver à garantir plus de sobriété dans nos usages aujourd'hui et quelle est la démarche à suivre pour pas braquer tout le monde et réussir à réussir ce passage par la sobriété? Je pense qu'avant de parler de sobriété, il faut déjà expliquer le problème à la population. Si on lui demande de faire des économies d'énergie pour faire des économies d'énergie, il est évident que ça ne va pas passer à part auprès de quelques personnes. Il faut que la population comprenne que notre mode de vie actuel, qui est effectivement assez confortable pour la plupart des gens en France, n'est pas pérenne. Et quand je dis pas pérenne, c'est pas peut-être que il y aura des problèmes dans 120 ans. Non, n'est pas pérenne à courte échéance du fait de l'épuisement des combustibles fossiles et à moyenne échéance du fait du changement climatique. Par exemple, on s'attend à une pénurie de pétrole dans la décennie à venir. Or, le pétrole, ça reste encore la première énergie consommée en France, 40% de l'énergie finale. Donc déjà, il faut expliquer à la population que si on ne s'attaque pas sérieusement à ce problème-là, ce qui demandera des efforts, le problème va se résoudre par plus de misère. Donc les économies d'énergie, on les fera, mais sauf qu'elles se feront par de la pauvreté. Ce seront des crises économiques, des gens qui vont se retrouver au chômage, l'essence qui va augmenter, le gaz qui va augmenter. Et ça, c'est absolument pas satisfaisant en fait. Que laisser un problème se gérer tout seul par de la pauvreté, pour moi, c'est vraiment l'échec ultime de la politique. Donc déjà, il faut expliquer ça. Et ensuite, il faut trouver des moyens de faire les économies sur ce qui est le moins important. C'est-à-dire garder le cœur des services en faisant des économies sur ce qui est marginal. Par exemple, si on prend la mobilité, vous avez plusieurs moyens d'économiser. Vous pouvez augmenter le prix du carburant, vous allez effectivement faire des économies parce que les gens les plus pauvres ne pourront pas prendre leur voiture. Pas très satisfaisant. Par contre, vous pouvez adopter une démarche réglementaire où vous dites, à partir de l'an prochain, par exemple, les constructeurs n'ont plus le droit de vendre de véhicules qui consomment, je dis une bêtise, plus de 6 litres au 100 ou qui émettent plus de tant de grammes de CO2 au 100 km. Ou au kilomètre, et ce qui revient exactement au même, et vous faites baisser cette limite dans le temps, et comme ça, c'est une contrainte réglementaire. La personne qui possède un véhicule peut toujours continuer à rouler. Par contre, si elle veut en changer, dans l'offre qui lui sera proposée quand elle ira chez un constructeur automobile, elle ne pourra pas acheter un gros véhicule qui consomme beaucoup parce que ces véhicules-là ne seront plus mis en vente, en tout cas neufs, en France. Et donc, l'essentiel de l'effort de sobriété sera donc porté par ceux qui voudront changer de véhicule et qui envisageaient d'acheter un gros véhicule qui consomme beaucoup et qui, en fait, ne pourront pas le faire. Donc, tout le monde pourra continuer à se déplacer. Par contre, on se déplacera dans des véhicules plus sobres, moins puissants, moins lourds, mais qui permettront toujours de se déplacer. C'est qu'un exemple, en fait, il y en a dans tous les domaines, mais il faut réussir à avoir suffisamment de subtilité pour conserver au maximum les services rendus par les énergies fossiles, tout en taillant sur tout ce qui les entoure et qui finalement n'est pas central dans le service. Tout en se posant la question de préserver justement la mobilité. C'est justement pour ça qu'il faut se poser la question de préserver les usages. Le problème des gilets jaunes, en fait, il y a eu plusieurs problèmes, et ce qui a déclenché, c'était une hausse du prix du pétrole, et c'est tout à fait ça. Si on veut décarboner la mobilité en augmentant le prix du carburant, et c'est un petit peu ce que la Commission européenne envisage de faire quand elle veut inclure le transport routier dans le marché du carbone, on n'y arrive pas parce que le prix du carbone est anti-redistributif et les gens les plus pauvres ne peuvent pas se permettre de ne plus se déplacer parce qu'ils n'en ont pas les moyens. S'ils se déplacent plus, ça veut dire qu'ils peuvent plus aller au travail, qu'ils peuvent plus vivre, donc c'est inacceptable. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, on peut quand même faire des choses, via notamment des mesures réglementaires. Juste, je suis pas sûre que... Enfin, moi, je n'ai pas saisi le anti-redistributif. Je sais pas si on en reparle maintenant ou quand on sera aussi avec Gilles sur la partie marché du carbone. Bon, on peut préciser maintenant, si tu veux, ce que tu appelles... quelque chose qui est anti-redistributif, c'est quelque chose qui va accentuer les inégalités sociales. Ce sont des taxes comme la TVA ou les taxes carbone, parce que si vous avez un gros salaire, vous pourrez toujours continuer à rouler. Par contre, si vous avez un petit salaire, vous ne pourrez plus continuer à rouler si le prix de l'essence augmente
cause de taxes. Contrairement par exemple à l'impôt sur le revenu où plus vous êtes riche, plus vous allez être dans une tranche élevée d'impôts et plus votre niveau d'imposition sera élevé. Je voulais justement rebondir sur ces questions d'inégalité sociale face aux transitions énergétiques qui s'annoncent. Donc tu as dit quelque chose de très intéressant sur le fait que si jamais on n'agissait pas maintenant, il y allait avoir quelque chose de très grave en termes de misère, de chômage pour une très grande partie de la population. Ce que je voudrais ajouter, c'est que il y a déjà en fait une partie de cette misère qui existe déjà. Oui. Et parmi les 10 Français les plus pauvres, je pense que la plupart n'ont pas de voiture, donc ne sont même pas capables de se déplacer avec un véhicule motorisé. Et donc la question de la redistribution se pose même dès aujourd'hui, elle se pose pas, disons, uniquement pour demain, quoi. Et c'était ça que je voulais rappeler. Et la deuxième question qui s'enchaîne logiquement, c'est comment faire accepter des trajectoires qui soient un minimum contraignantes. Parce que donc, on a bien compris qu'on n'allait pas pouvoir continuer comme si de rien n'était. Il va falloir contraindre d'une certaine manière notre consommation d'énergie. Et la question de comment est-ce qu'on prend cette décision démocratiquement se pose. Et du coup, avec Equinox, on a avancé une proposition d'une convention des choix techniques qui soit un petit peu dans la lignée de la Convention citoyenne pour le climat, où l'idée c'est d'avoir un panel de citoyens tirés au sort et puis des représentants de différentes catégories de la société, des entreprises, des associations, des collectivités, qui puissent décider collectivement de la façon dont ces trajectoires vont s'appliquer, pour ne pas avoir, disons, une instance très technocratique composée d'experts de l'énergie qui vont dire bah voilà, vous allez décroître comme ça parce que on sait ce qui est bon pour vous, et voilà, vous allez arrêter de prendre votre voiture, vous allez changer d'électrique du jour au lendemain. L'idée c'est d'avoir ce dialogue démocratique, ce débat dont on a besoin pour faire en sorte que ce soit accepté. Et je pense que ça va aussi dans le sens de ce que tu disais sur la prise de conscience, et on pense que c'est possible parce que la Convention citoyenne pour le climat est un excellent exemple de mesures ambitieuses prises par des citoyens tirés au sort, mais informés à la hauteur des enjeux. Et ça, Je rebondirais juste sur ce que dit Anatole. Pour moi, c'est important pour 2 éléments. Il y a le côté prise de conscience et du coup sensibiliser largement aux enjeux énergétiques. Et puis il y a aussi le côté de ce que tu disais, finalement, là où il faut faire les efforts de sobriété en premier, c'est rogner sur ce qui est le moins important. Et ce qui est important et ce qui n'est pas important, c'est quelque chose qui se décide aussi collectivement. Tout à fait, il n'y a pas de solution toute faite. En fait, la transition énergétique et écologique sera une transition de société avant d'être une transition d'ingénierie. Et les solutions qui pourront être vues comme bonnes dans certains pays ne le seront pas dans d'autres parce que chaque pays, chaque culture a ses priorités. Pour rebondir sur ce que disait Anatole, je pense que la transition écologique doit absolument être solidaire et sociale aussi. En fait, on ne peut pas y arriver sans ça parce que un certain nombre d'éléments, si on veut vraiment atteindre la neutralité carbone, vont faire en sorte que ça va induire, c'est pas l'effet recherché, mais ça va induire une baisse du PIB. Donc, si on garde le système actuel, il y a des gens tout en bas les gens les moins aisés qui ne vont pas s'en sortir. Et s'ils ne s'en sortent pas, ils seront sur les ronds-points, on ne pourra pas faire sans eux. Donc, il va falloir aussi se poser la question d'une redistribution des richesses pour que tout le monde y trouve son compte en fait et puisse continuer à vivre décemment. Voilà. Après, comment faire passer des mesures qui peuvent être vues comme contraignantes? Alors déjà, il y a quand même un gros effort de pédagogie pour expliquer les problèmes aux gens. Et quand je dis expliquer les problèmes aux gens, c'est aussi expliquer les problèmes aux politiques, parce qu'une bonne partie des personnalités politiques ne comprennent pas ça. Une bonne partie aussi ne sont pas du tout formées à la technique. Il y a beaucoup de profils qui sont plutôt de sciences politiques, qui n'ont pas forcément de sensibilisation aux questions physiques. Et donc, il y a toute cette partie de pédagogie à faire. Et expliquer que, par exemple, limiter réglementairement la consommation ou les émissions de CO2 des véhicules neufs mis sur le marché, on ne fait pas ça pour contraindre la mobilité, mais au contraire pour préserver la mobilité face à une contrainte qu'on n'a pas choisie sur le pétrole et aussi sur le climat, même si j'ai de plus en plus tendance à penser que les gouvernements agissent assez peu pour le climat. Mais par contre, en anticipant les contraintes qu'il va y avoir sur le pétrole, qui sont aussi en phase avec nos politiques climatiques,
on peut garder un certain nombre de services et on peut mieux s'en sortir que les autres. Donc en préservant de la mobilité, en préservant un bon niveau de chauffage, en réduisant le risque de précarité énergétique. Par exemple, une bonne partie des ménages qui se chauffent au fioul, ce sont souvent pas des ménages très aisés. Ceux qui se chauffent au fioul en Ile-de-France, parce qu'il y en a, ce sont souvent des locataires, donc qui n'ont aucune prise sur la chaudière dont ils disposent. Et ceux qui se chauffent au fioul en province, souvent, c'est pas toujours facile d'en sortir. Donc là, ce sont des gens qu'il va falloir accompagner. Parce que quand le prix du pétrole va augmenter, sinon ces gens-là vont se retrouver avec la seule option qu'ils vont avoir, c'est de ne pas se chauffer. Donc il faut trouver des moyens, par exemple interdire la location des logements chauffés au fioul pour obliger les propriétaires à changer de système de chauffage, aider les propriétaires de logements à fioul à isoler leur bâtiment et à changer de système de chauffage. Il y a tout un accompagnement à faire pour préserver justement les services qui vont derrière. Exactement, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est le point important aussi du projet d'Equinox finalement, pour essayer de recentrer un peu aussi le sujet sur le projet global d'Equinox. On a parlé de préserver les usages, de préserver la mobilité, même si tout ne pourra pas être conservé. Ce qui est vraiment important de comprendre, parce qu'on pourrait se dire, un parti lancé par de jeunes ingénieurs, pas que, mais des jeunes ingénieurs en 2021, ils vont arriver avec leur gros sabot on a compris, c'est une machine à résoudre, on va mettre une taxe ici et une redistribution là, et en fait ça va marcher. Alors qu'en fait pas du tout, comme tu l'as très bien expliqué. Finalement, s'il y avait des questions à se poser pour savoir quel projet de société amener dans ces choses-là, c'est d'abord une refonte de la démocratie des institutions. Parce que sans ça, en fait, on ne pourra pas avoir les lieux où se prendront les décisions pour essayer d'emmener tout le monde le plus possible. Ensuite, on a parlé très justement la partie de réduction des inégalités et de transition sociale, avant finalement de se préoccuper des transitions vraiment énergétiques, purement là où il va certainement y avoir des efforts d'efficacité. Donc il faut encore que certains ingénieurs soient motivés pour continuer à aller travailler dans ces secteurs-là, parce que il y a de plus en plus de questions de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui donne du sens à ma transition, qu'est-ce qui fait que je contribue au monde qui est en train d'arriver. Donc il y a encore ces efforts-là, mais au-delà de ça, il y a vraiment cette question de projet de société. Et je me rends compte que j'ai pas forcément répondu à la dernière question. L'idée d'une convention citoyenne pour le climat, j'avais trouvé que cette idée était excellente parce que ça permettait... Je te laisse juste parler un peu plus près du micro oui, pour ceux qui nous suivent en direct. Je trouvais que l'idée d'une convention citoyenne pour le climat était absolument excellente parce que ça permettait en fait de court-circuiter un certain nombre de freins qui bloquent en fait toutes les décisions. Les corps politiques constitués en fait répondent à des injonctions contradictoires. Ils peuvent comprendre des problèmes, mais s'ils pensent que leur électorat croit que ce qui n'est pas des solutions à ce problème-là sont vraiment des solutions, ils vont défendre quand même ça parce que leur électorat pense que ça. Et donc c'est très difficile en fait de résoudre un problème fondamental. Par contre, quand on prend des citoyens qui n'ont aucun intérêt politique, qui vont pas rester en politique, qui n'ont pas de compte à rendre en fait à un électorat, qu'on leur explique un problème, en fait, ça permet d'avoir une réflexion. Alors il ne faut pas prendre un petit nombre de citoyens, il faut prendre un grand nombre pour éviter les biais, les effets de bord qu'il peut y avoir, mais ça permet d'avoir des réponses qui répondent potentiellement vraiment au problème, et pas des réponses qui disent répondre au problème, mais qui peuvent être complètement à côté de la plaque. Oui, qui répondent aux problèmes et à la fois qui tiennent compte, je pense, des préoccupations de la diversité de la population. Tout à fait, parce que quand vous tirez des gens au sort, vous allez avoir dedans des ouvriers, des instituteurs, des professions libérales, des ingénieurs, des techniciens, des agriculteurs. Vous aurez vraiment des gens qui viennent d'un peu partout et qui apporteront aussi leur expérience. Ce que vous n'avez pas en fait dans les ministères. Dans les ministères, vous avez quand même des techniciens, vous avez des ingénieurs issus de différentes formations. Pas la diversité mais par contre, dans un parlement, beaucoup moins. Donc je pense que c'est quand même un complément intéressant au travail parlementaire qui, bien entendu, garde toute sa place aussi pour discuter après de ces propositions. Il ne s'agit pas non plus de remplacer le Parlement par ça. Mais... Peut-être qu'on en viendra à un moment, mais en tout cas, cette question-là, c'est vrai que ce qui est important dans la démarche d'Equinox, c'est qu'on fait le postulat, comme tu l'as mentionné dans l'introduction, de
porter un projet de convivialité, de prospérité et d'autonomie, parce qu'on considère justement que les personnes les plus à même de comprendre et de répondre aux problèmes qu'elles traversent, parce que nous, avec 5 cerveaux. 5 cerveaux, déjà 5 cerveaux, et puis après avec nos parcours aussi qui sont qui sont, on va dire, individuels et pas forcément représentatifs. On n'est pas les personnes les plus à même de comprendre ce que c'est de vivre en zone rurale avec un chauffage au fioul dans une maison mal isolée, avec une activité économique qui n'est pas forcément, avec le Covid, grandissante. Et donc c'est vrai que c'est un choix vraiment de porter ce projet d'autonomie. Alors ça se manifestera sûrement dans de nouvelles institutions, dans de nouvelles façons de penser la redistribution, de lutte contre les inégalités, de réflexion sur le patrimoine, et comment en fait on maintient cette société en fait, parce que si on se projette en 2050 ou en 2070, je sais pas exactement quel âge on aura, mais on aura un peu vieilli quand même. En fait, il y aura toujours une certaine forme de société. À vrai, elle sera potentiellement changeante, peut-être plus violente, en tout cas vraiment différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, il faut essayer de choisir la direction vers laquelle on va plutôt que ce soit subi finalement. Ouais, j'aurais envie de dire en fait, si on veut éviter le plus possible les violences, il faut anticiper. Quand on est toujours dans la réaction à découvrir ce qui se passe au dernier moment et puis à essayer d'écoper quand le bateau prend l'eau, on ne peut absolument pas répondre à la problématique. Si on veut pouvoir garder des marges de manœuvre et gérer notre avenir, il faut anticiper, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre le système, il faut écouter les gens qui connaissent leur domaine. Si vous avez des questions de santé, vous allez voir un médecin. Si vous avez des questions d'agriculture, vous allez voir un agriculteur ou des gens qui ont étudié l'agriculture. Et si vous avez des questions sur l'énergie, sur l'écologie, il y a plein de domaines derrière et vous allez voir des gens qui connaissent ça pour faire émerger une réflexion. Et par exemple, sur les questions pétrolières, il est choquant à mon sens qu'on ne voit pas venir à l'échelle des États la crise qui est en train de se mettre en place. Quand Total dit que d'ici 2025, on risque d'avoir un déficit d'offres au niveau mondial d'une dizaine de millions de barils de pétrole par jour par rapport à la demande, ça c'est Total qui le dit. Et je rappelle qu'on consomme environ 100 millions de barils jour en ce moment. Oui, voilà, donc c'est à peu près 10% de la demande pré-Covid au niveau mondial. Sachant que le pétrole, c'est la première énergie utilisée dans le monde, en Europe et en France, que c'est l'énergie qui alimente la quasi-totalité des transports et une bonne partie de notre niveau de vie actuel. Je ne comprends pas comment ce sujet-là peut être aussi peu traité, peu abordé, peu compris, peu étudié aussi au niveau des instances dirigeantes, des centres de recherche, etc. En quelques mots, et c'est un peu une astuce, disons. Je dirais pour résumer cette fin de discussion, c'est que ce qu'on cherche à faire avec Equinox, c'est retrouver notre autonomie politique pour tendre vers une certaine autonomie énergétique, et que réciproquement, l'autonomie énergétique, c'est quelque chose qui peut nous garantir à moyen long terme une autonomie politique, parce que on est fortement dépendant de la société, le fonctionnement de la société est fortement dépendant de l'énergie, et si un jour les approvisionnements commencent à se tendre, ce sera d'un point de vue politique où on aura à ce moment-là des comptes à rendre à tel ou tel pays avec qui on n'est pas forcément d'accord sur certaines valeurs, en particulier les droits de l'homme. Et donc c'est bien l'autonomie de la société au sens de définir sa propre loi, qu'on cherche à mettre en avant dans ce cadre. Et on va du coup pouvoir passer sur la prochaine partie pour parler d'économie plus largement avec bientôt donc Gilles Mito de la chaîne Eureka qui va bientôt nous rejoindre et on reprendra du coup la discussion juste après sur justement ces échanges entre comment le marché de l'énergie évolue et comment nos différentes conceptions de l'économie sont peut-être à re-questionner. Merci Maxence, tu restes avec nous et puis à tout à l'heure.